Crément est fier de s'associer à la présentation de ce podcast. Ouh! C'était vraiment ta meilleure idée, ça, Phil? Oui, monsieur! Bon podcast. Encore une fois, bienvenue au Chaos Show. Cette semaine, encore une fois, Matt, un autre show extrêmement chargé, comme à toutes les semaines. Moi, ça me fascine. À toutes les fois, je me dis, on finit un show, on me dit, on va falloir gratter pour aller chercher des sujets. On n'en manque jamais. Écoute, on a toujours été des fans de sport de combat, on suit l'actualité, mais quand tu le fais un peu plus professionnellement, ben, tu te rends compte qu'il y en a tout le temps d'actualité. Il y en a tout le temps. Je veux juste rappeler aux gens, si vous voulez avoir du contenu exclusif, downloadez l'application de Chaos Sport. Vous pouvez aller vous abonner aussi sur le site de chaosport.tv. Vous allez avoir accès aux extras. Et souvent, il y a du monde qui nous demande, les entrevues face à face sont où? Oui, on vous met des petits teasers sur les réseaux sociaux, mais c'est en exclusivité pour les abonnés de Chaos Sport. Éventuellement, Matt et moi, on a fait des capsules qui va s'appeler Combat pour les nuls, des capsules de technique. Ça va être également en exclusivité sur Chaos Sport dans les extras pour les abonnés. Donc, abonnez-vous pour nous suivre là-dessus. Donc, si vous voulez avoir toutes les entrevues, dont celle de Georges Saint-Pierre que j'ai faite la semaine passée, et Super les capsules. en passant. C'était cool, c'était le fun. C'était vraiment cool. On s'est rappelé des souvenirs. Donc, downloadez l'application, allez vous abonner sur le site et en plus de ça, vous allez avoir accès éligible à des concours aussi, éventuellement, de différents podcasts qu'il y a sur cette plateforme-là. Nous autres aussi, on va faire tirer des affaires très bientôt, des affaires vraiment cool, spécifiques au Chaos Show qui a rapport au combat. J'ai hâte de faire les petits ces concours, concours-là. ça va être vraiment nice. On va vous donner des belles expériences. Alors, abonnez-vous pour nous suivre. L'application facile, vous n'êtes même pas obligé d'être devant votre écran pour écouter ça dans votre char. Justement pour nous suivre, pour écouter le show au complet. Et ça commence avec le Round 1. Round 1. Matt Round 1, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Oui, on va parler de l'UFC 322, c'est sûr et certain, on va faire un gros comeback là-dessus. Mais là, il faut parler de ce qui s'est passé ici, au Québec. Il faut parler de Steven Butler. Ouais. Steven Butler qui a gagné. Ça n'a pas été facile, moins facile que le monde pensait, mais quand même, il a gagné son combat, passé le KO à son adversaire au 9e round. Exactement. Beaucoup de talent, Steven Butler, on le sait. Il se battait encore un combat. Je me répète, ça fait plusieurs semaines. Une promotion qui pourrait être... qu'on ait plus d'exposure pour nos athlètes. Steven Butler, c'est toujours été un gros prospect au Québec. Écoute, sa carrière prend une direction, je pense qu'il est sur le bon chemin. C'est sûr qu'aller chercher un KO, c'est toujours une bonne chose pour faire avancer dans les classements. Mais non, ça n'a pas été facile, effectivement. Écoute, le gars, il remplaçait quand même Éric Bazignan. C'est ça qu'on voulait voir. C'est ça qu'on voulait voir, parce qu'ils ont buildé ça, puis il s'est envoyé une coupe de flèches. Bazignan, je me suis entraîné avec pendant des années chez les frères Grant. Ultra talentueux. Il n'y a peut-être pas la discipline d'un athlète, par exemple. Là, il avait dit qu'il était blessé, mais là, dans le camp de Butler, il a dit non, c'est parce qu'il n'était pas en forme. Il s'est blessé à cause d'une mauvaise condition physique. Je sais pas. Mais en tout cas, il s'est battu contre un gars qui s'appelle Fun Joe. Okay? Le gars, il n'a pas de promotion, il n'a pas de gérant. Il est arrivé là, puis comme si de rien n'était, il n'y avait rien à perdre. Puis ça, c'est dangereux quand tu bats contre un gars qui n'a rien à perdre. Puis oui, il s'est fait mettre au sol, mais il revenait. Il fallait que Butler aille chercher vraiment dans le fond pour aller terminer ce combat-là. Oui, il l'a terminé, mais est-ce que ça a fait avancer Butler dans un autre niveau? C'était son 3e combat dans sa nouvelle catégorie de poids, 168 livres. Ouais. Quand même une bonne fiche, 37 victoires, dont 31 KO pour Steven Butler. Ouais, c'est sûr, ça ne fait pas avancer tant que ça, mais tu sais, aller chercher un KO, c'est toujours positif. Mais oui, c'est ça, quelqu'un qui a le dos au mur, que tu n'as pas vraiment de footage sur lui, tu n'as pas vraiment d'informations, c'est super dangereux. Tu sais, tu te prépares contre Bazignan, tu as une idée, tu l'as étudié de fond en comble, un adversaire que tu connais pas, c'est difficile aussi. Puis, je dis ça parce qu'on ne sait pas où ça s'en vient, parce qu'après ça, tu sais, Camille Stéphane a dit... c'est pas clair. C'est pas clair, tu sais. Oui, on est content qu'il ait gagné, il y a des belles choses qui s'en viennent, point. On dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engouement là, pour le monter. Puis c'est un peu ça aussi. Je veux dire, Steven Butler, il laisse personne indifférent. On sait qu'il par le passé, c'était passé une coupe d'affaires à l'extérieur du ring, puis ça avait revolé à un moment donné, mais peu importe. Je veux dire, c'est un talent d'ici. Puis si on regarde juste performance sportive dans le ring, je pense qu'il y aurait matière à faire un peu plus de promotion là-dessus. C'est un show qui s'est passé au casino. C'est chez nous. Oui, puis comme tu dis, il n'y a pas eu de promotion. Puis, mais vois-tu, il est en 68 livres maintenant, si je ne me trompe pas.
Il y a du monde, il y a du trafic. Là. Regarde, on a parlé de Mbili la semaine passée qui est à 168 livres. On a Wilson Mathieu aussi qui est là. Tu sais, je veux dire, il y a du trafic. Y a-tu de la place pour lui à 168 livres dans l'écosystème québécois? Ben, il y a de la place si on veut y en faire. Ben, c'est ça. Si tout le monde est sous la même bannière en plus, ça devient compliqué, je trouve. Là. Ben, ouais, je sais pas. Tu vas faire des combats locaux? Ben, entre les gars, tu sais. Ben, LP, c'est qu'au Québec, ça serait un bon... Au Québec, ça c'est remplit ça les qui foules. pogne. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu vas amener une vedette internationale, le monde, ça va être content, mais est-ce que tu vas payer le gros prix pour aller voir ça? Tu sais, tu te rappelles, là, je comprends, là, on remonte bien loin, mais tu sais, Stéphane Ouellet contre les Hilton, ça aurait pogné bien plus que si tu avais amené Mike Tyson contre Holyfield ici à Montréal. Là. Absolument. Tu sais, quand Hilton a gagné contre Tingen Tabella, pour ceux qui ça nous rajeunit pas. OK, cool, mais tout le monde s'en foutait. On voulait encore un rematch contre Stéphane Ouellet. Ouais. Fait que oui, je suis d'accord avec toi. Mais les combats locaux, peut-être Butler est rendu dans cette case-là aussi. Mais je ne vais pas le qualifier de gatekeeper, là, je pense pas. Il est âgé de 30 ans. Je pense que là, il est vraiment encore à croiser des chemins. Oui. Là, tous ces combats, là, c'est à croiser des chemins, un combat pivot. Puis si prochainement, il n'y a pas un combat qui pour l'amener vers une élimination ou un titre ou de quoi de même. Significatif, là. Maintenant, là, tu peux pas le gars faire nager dans. Non, je pense pas non plus. Nager dans rien non plus. Là. Mais bon, spectaculaire, force de frappe est là. Écoute. UFC 322, en fin de semaine, c'était assez spectaculaire. Vraiment. Il y a bien des affaires qui se sont passées. Honnêtement, ça a été. Dans l'octogone et en dehors. Dans l'octogone et en dehors, oui, ça aussi, on va en parler. Écoute, Della Maddalena défendait son titre pour la première fois face au meilleur combattant livre pour livre. C'était Makhachev. Il a prouvé encore une fois pourquoi il était le meilleur livre pour livre. Il n'y a plus de discussion en ce moment, c'est clair. En même temps, est-ce que Jack était mal préparé? Est-ce que Della Maddalena a figé sur place? La première fois qu'il s'est fait amener à terre, on dirait, là, tu as vu là, son arme disparaître. Il n'a jamais été capable de revenir. Dans son body language, c'est un gars qui est un peu toujours comme ça, très stoïque. Là. Ouais. Mais là, c'était pire que pire. Non, il va l'air triste. Là. Puis tu parlais de préparation. Il a travaillé avec Craig Jones pour se préparer pour ce combat-là. Ça n'a pas trop paru. Ça n'a pas trop paru. J'ai vu quelques petites choses qu'il essayait, surtout au niveau du contrôle de la main en demi-garde. En tout cas, c'est typique à Craig Jones. Mais ça marchait pas pour ça. Non, mais il croyait pas. Non. Il a essayé de. Plusieurs fois. Octopus, il essayait Octopus Guard. Il essayait ça, puis ça. Il n'a pas cru. Exact. À un moment donné, il a pogné Kimura. Ouais. Il l'avait. Je dis, OK, il va exploser. Là, puis il l'a lâché. On dirait qu'il ne croyait pas à ses skills de Jiu-Jitsu. Il était sur son dos, évidemment. Puis sa défensive contre les. Je peux pas appeler ça. Là. Il n'y avait aucune explosion. Puis des fois, tu sais, c'est juste pas ta soirée. C'est juste plate que là, tu défends ton titre. Puis ça... Est-ce que c'était pas juste sa soirée ou c'est juste que Makhachev était arrivé là puis il l'a intimidé en partant? Il n'y a pas été capable de sortir de ça. Je ne sais pas. Hey, dans les 2 premiers rounds, il avait lancé 0 coup de poing. Puis après 4 rounds, il avait lancé 31 coups de poing. 31 punch. C'est peu. Puis tu l'as vu debout, là, il était très hésitant. Là. C'était pas la même. Ben, c'est ça la force d'un bon lutteur. C'est qu'il il shut down le stand-up de son adversaire. Puis, tu sais, je veux dire, oui, il avait l'air éteint. Il n'a eu peur, je pense. Mais il n'a pas cru, comme tu dis. Moi, j'aurais aimé mieux me faire soumettre en dedans de 3 rounds, à essayer de sortir. Maintenant, c'est ça. Que de me faire rincer pendant... Puis là, c'est facile à dire. On était 6-7 à Longueuil aujourd'hui. Mais quand même, je pense qu'il aurait dû y croire plus. Puis ça aurait créé des scrambles. Volkanovski, il a cru contre le premier combat. Il a cru contre Makhachev. Puis ça a été un bon scrap au sol. Exact. Il s'est relevé. Pas là. Non, pas là. Puis, tu sais, même dans son coin, il est revenu à mener entre les 2 rounds, ses hommes de coin. Il dit, vas-tu m'enlever ce regard de tristesse-là dans ta face? Qu'est-ce que tu fais? Let's go! Mais, comme je te dis encore, après le premier round, tu as vu, il était plus là. Plus là. Il s'était assis, puis il a fait, OK, fuck, là, qu'est-ce qui va se passer? Puis, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, on en a parlé beaucoup dans les médias. Il disait, je pense qu'il s'est fait surprendre par la force, la puissance de Makhachev. Makhachev pesait quasiment 190 livres la soirée du combat. On se demandait, il allait avoir une grosse différence de gabarit. Pas tant que ça, moi, te le dire. Là. La grandeur un peu, mais je veux dire, le 16, non, pas du tout. Puis, écoute, la force... Écoute, j'ai jamais roulé avec Makhachev. Elle doit être incroyable. Mais Colin, de la Mandela, je sais pas. On dirait qu'il n'a pas essayé au sol. Il s'est laissé flat. C'est ça, il a accepté la position. C'est exactement ça. Rendu à ce niveau-là, tu peux pas accepter la position. En même temps, je sais pas moi c'est quoi avoir Makhachev sur moi. Ça se peut que ça soit dégueulasse puis que tu peux pas bouger.
Mais quand tu dis, OK, je vais me retourner, au pire, il faut que tu prennes des chances pour te sortir de là. Là, tu l'as bien dit, il était éteint. Ça ne marchait pas en tout. Puis, sa stratégie en partant, le combat commence, la première affaire qu'il lance, c'est un coup de pied contre un lutteur Je incroyable. n'ai pas compris celle-là. Je comprends pas. Tu baisses ton centre de gravité, tu boxes, il y a une excellente boxe, mais là, il était sur le pied en arrière, il lançait des coups, puis il avait tellement peur de se faire amener à terre. Mais en même temps, tu dis, OK, il va être prêt pour sprawler, il va être prêt pour se défendre. Suite. Zéro. Il y a eu, je pense que c'est 5-5 ou 4-4 là, pour les amener au sol pour match. Je trouve qu'on avait vu ça de la Mandela dans les derniers combats. Des défensives d'amener au sol quand même efficaces. T'es capable de rouler avec ça, justement, contre Gilbert Burns, etc. Mais là, zéro. Sûr que le timing de Makhachev, là, tabarouette, ça rentre vite. À un moment donné, il a fait un ram takedown. Là, c'était... Puis, je sais pas si tu l'as remarqué, mais Makhachev, là, il a choisi la soumission qu'il voulait passer. Il essayait tout le temps le Darce Choke, tout le temps. Puis, tu sais, le arm triangle, il était là. Oui. Il y avait d'autres choses. Lui, il voulait aller chercher le Darce. Quand tu es rendu à ce niveau-là, puis tu décides de choisir ta soumission que tu vas tenter, tu es rendu à un autre niveau, je pense, là, à un moment donné. Fait qu'il vient de solidifier vraiment sa position de number one pound per pound. Là, mais c'était assez je sais pas si je peux dire gênant. Je pense, oui, c'est une performance gênante pour Della Maddalena quand même. Un peu comme le combat entre, excuse-moi, là, j'ai un blanc là, à 185 livres. Là. Chimaev contre Duplessis. Contre Duplessis. Ouais. Un peu semblable. Ouais, Duplessis a essayé de se relever. T'sais. Lui, il est zéro. C'était un 5-0, c'était un shutdown. Puis Makhachev, je pense qu'il va rester à 170. Là. Ben oui, sauf là, encore une fois, la maudite carte de la Maison-Blanche. Là. Ouais. Il serait prêt peut-être à descendre à 155 pour se battre contre Topuria. Topuria, d'après moi, on va le mettre sur le premier gala en janvier de Paramount, ou ça va être Cyril Gane contre Aspinall en finale. Quelque chose du genre. Il y a une raison pourquoi on n'en parle pas de ce show-là, le premier, encore, parce que là, ça va être le 24 janvier, c'est que l'UFC ne peut pas faire la promotion de Paramount encore, parce que le contrat commence en janvier. Avec ESPN, c'est pas fini encore. C'est ça, c'est pas fini encore avec ESPN. Fait qu'ils peuvent pas faire la... Mais je te dis, cette carte-là est pas complète, là, mais... Elle est déjà buildée. Elle est déjà quand même assez Ça va être buildée, un feu roulant, apparemment, oui. aller jusqu'au mois de juin. Les blockbusters vont être là. OK. Sauf que là, Makhachev va être dur à te déplacer de là. C'est qui le next? Ben là, on a vu tout un showcase des prospects. Là. Exact. C'est ça. On va en parler des prospects qui étaient sur cette carte-là, mais il ne faut pas oublier. Tu sais, on parle de. En fait, semaine prochaine, on va en parler aussi. Tu sais, Belal Mohamed face à Yann Gary, qui pourrait avoir un combat de championnat du monde après. On parlait de Kamaru Usman, mais Kamaru Usman n'a pas rapport. Là. Il a gagné une victoire ses 4 derniers combats. Là. Mais on l'a comme oublié, mais Rakhmonov. Oui. Rakhmonov, il est là. Il est invaincu. Techniquement, son combat contre. Il est gros, Rakhmonov. Il est gros. Puis son combat contre Machado Gary. Techniquement, c'est un title elimination. Ouais, supposé, ouais. Supposé, c'est jamais clair, le UFC. C'est plus Dana qu'un jour qu'il y a quel pied qui se lève du lit. Mais c'était censé être ça. Puis là, on aurait quelque chose. Ouais. Moi, je pense que ça devrait être lui en liste. Si t'en veux un rapide, je pense que ce serait lui. Avant de parler des contenders qui a surgi de cette carte-là, honnêtement, les 170 livres, il faut parler de l'autre combat de championnat du monde, Valentina Shevchenko face à Zhang. Moi, il est arrivé ce que je pense. Je veux pas dire pas de calibre, mais c'était quasiment ça. Moi, honnêtement, j'ai déjà vu Valentina en vrai. J'ai jamais vu Zhang en vrai. Moi, je pensais pas que la différence de gabarit allait être si importante que ça. Man, elle avait de l'air d'un enfant à côté. C'était vraiment la définition de pourquoi il y a des catégories de poids. Là. On l'a vu. Ouais. Mais même à ça, oui, le poids a beaucoup parlé. Puis Valentina était super intelligente, assez collée, elle ramenait ça au sol. Vraiment, ouais. Gros fighting IQ dans ce combat. Exactement. Mais au-delà de ça, je pense qu'elle avait le skill set pour faire mal paraître Zhang. Puis elle était concentrée, focusée tout le long. Elle a jamais... C'est long, 25 minutes, là. Elle n'a jamais dérogé de son plan de match. Honnêtement, c'est un combat parfait, la sens unique. Là. Ouais, une clinique. Puis, écoute, la suite, je pense qu'il y a quelques noms qui sortent, mais pour Valentina, il est plus grand monde. Ben là, tu sais, on parle de Natalia Silva, Erin Blanchfield qui a gagné. Moi, elle m'a pas impressionné. Moi non plus, sauf que c'est ça qui arrive. C'est que là, maintenant, là? Contre Valentina, ça serait long, là. Elle parlait peut-être de descendre pour aller se battre contre Mackenzie Dern, mais... Encore là, je pense pas que ce serait difficile. Encore là, c'est ça. Malheureusement, vous savez comment j'aime Mackenzie, là, mais ça serait difficile. Moi, j'aimerais ça qu'elle réessaye en haut, à 135. À 135? Mais Kayla Harrison est énorme.
Ouais, ben, on en a parlé aussi. Dire peut-être ça. Mais là, il y a Amanda Nunes qui va revenir. Il y a Ronda Rousey, 135 livres pour redevenir vraiment cool, vraiment le fun. Là. Au moins avoir 3 filles contender. Mais écoute, c'est une clinique, puis c'est la go. Ouais, pour moi, Valentina, c'est. Moi, chez les femmes, puis on peut se débattre, on peut parler d'Amanda Nunes. Je trouve le skill set de Valentina est incroyable. Puis elle continue de s'améliorer à 37 ans. Puis à toutes les fois, tu vois. Elle vieillit pas. Non, mais c'est ça. Elle n'a pas eu de coup de vieux encore. Non, puis je veux dire, ce combat-là, ça l'a pas fait vieillir, ce combat-là. Là. Dans sa jauge d'énergie, là, ça n'a pas coûté cher. Puis Zhang, ben, tu revenais dans son coin, tu vois qu'elle était frustrée. Là. C'était de la frustration. Il n'était pas capable de se relever, il n'était pas capable de rien faire. Puis, toutes les fois qu'elle essayait d'y aller en explosion, ben, elle était trop loin, elle se faisait pogner. Puis, exact. C'était frustrant. Elle n'a jamais géré à distance du combat. Jamais. Ça a été ça, je pensais qu'elle a été capable peut-être de la pogner à un moment donné avec de la puissance ou de quoi de même. Même au corps à corps, ça faisait tourner facilement. Puis c'était puis pas... les kicks rentraient quand même. Elle devait faire attention aussi. New Contender à 170 livres. 2 qui ont ressorti. Ça, c'était honnêtement. Brady qui s'est fait torcher. Je l'aime, Brady. J'étais comme déçu. Là. C'est un de mes boys, là, entre guillemets. Lavé. Morales mis sa fiche à 19 victoires, 0 défaites. Oh my God. Il est bon. Il est jeune, il est bon, c'est un solide prospect. Il est énorme. Il est grand. Il est gros. Il a l'air d'un 185 livres contre un 170 livres. Et Brady, on parle de fighting IQ, je pense qu'il l'a laissé dans le vestiaire dans ce combat-là. Il n'a pas été malin. Il n'a pas cherché à lutter. Zéro. Il n'a pas cherché à couper à distance. Écoute, tu regardes Morales, il faut que tu coupes à distance avec ce gars-là. Brady a même essayé de kicker. Ouais. C'est ça, j'étais comme, OK, Big, c'était pas là que ça se passe. C'était pas chic. Non, vraiment pas. Il n'a pas coupé à distance. Ça aurait dû être un combat de grind sur la cage, frustrer Morales jusqu'à temps que. Voir si sa condition physique est excellente. Tester ça. Mais Morales, la gestion, la puissance, hein. Ouais. Puis là, pour Morales, on parlait d'Ousmane tantôt, je pense que ça pourrait être un bon combat next pour lui. Ousmane dans le rôle de gatekeeper. Dangereux toujours. Mais contre Morales, ça serait chaud. Là. Ça serait très, très bon, mais c'est ça. Pour Brady, on en parlait la semaine passée. Il était proche d'avoir un combat de championnat du monde. On parlait du combat d'un combat peut-être éliminatoire pour ça. C'est sûr que là, Morales a fait un statement solide pour jaser, d'avoir peut-être un autre combat éliminatoire de quoi de main. Je pense pas qu'on va lui donner un title fight tout de suite. Non. Mais il reste qu'on va le builder. Puis, parce qu'il n'est pas tout seul à 170 livres, on l'a vu. Là. Il y a d'autres bons personnages. Mais lui, son stock a vraiment augmenté. Mais Brady vient de prendre un gros step back. Ça a fait mal. Surtout de la façon que ça s'est passé. Jean-Marc Memo aujourd'hui, il n'aura plus jamais de chance d'être champion du monde. Ça va être rough. Carlos Prates qui a affronté l'ancien champion du monde, Leon Edwards. Ouais. On se demandait est-ce que Leon Edwards va être capable de revenir à un moment donné. Il a fait un bon premier round. Oui, il a pris le dos. Fighting IQ intelligent, rendu là. Fighting IQ intelligent. Prates l'avait dans le dos, là, il fait une petite face de. Ça l'a pas impressionné. Non, mais ça va devenir une image. On va faire des mèmes avec ça. Juste avec ça, il va faire de l'argent. Oui, exact. Mais Prates, écoute, il l'a assommé. Ouais. Il a levé de terre. Ouais. Quand il l'a cogné, il a levé de terre. Ouais, tu vois ses 2 pieds décollés. Ouais. Puis ça, c'est un solide knockout. Puis c'est un knockout qui peut être un end carrier knockout. Surtout 3 défaites de suite là, pour Leon Edwards qui cherche, qui sait plus. Il a perdu le nord. Ouais. Puis un peu comme il avait fait subir à Kamaru Usman avec son fameux head kick. Je le vois comme ça, c'est un knockout-là. Au sport, on est en train de bâtir une grande famille avec plusieurs contenus, dont évidemment le hockey, le football, le soccer, le golf et maintenant des sports de combat. Sur l'application coresport.tv, ben, vous avez de l'extra, vous avez des entrevues également. On a l'application que vous pouvez télécharger et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Prates, un peu comme Sugar Sean, là. Hein? La touch de la mort. Ouais, c'est un sniper. Ouais, sniper, ça vient de nulle part. On dirait qu'il est nonchalant, les bras le long du corps. Touche le menton. En fait, il le trouve de n'importe où. Hey, c'était percutant. Là. C'était un mélange de timing et de puissance. Oh ouais, c'était inquiétant, même. La façon qu'il est tombé, là, tu sais, puis que... Les yeux tout de suite envers. Ouais, l'arbitre a fait une bonne job, puis Prates n'a pas continué aussi. Ouais, je trouve ça chic. Il aurait pu se lancer comme à la Dan Anderson face à Bisping. Évidemment, ils n'avaient pas la même animosité, mais il reste qu'il aurait pu faire ça. Ça aurait été légal, sauf qu'il l'a bien vu comment il est tombé, mais c'était un solide knockout. Puis je te dis, un walk-off. Leon Edwards, je vais faire une prédiction. Leon Edwards ne reviendra jamais de ça. Ben non. 3 défaites de suite, Leon Edwards ne reviendra jamais au top. Là, je vois juste Leon Edwards partir en descente. Moi, je le vois en dehors du top 7-8 en ce moment. Ouais. Avec les jeunes qu'on a vus là, puis tout, là, puis avec la carte qu'ils vont avoir en fin de semaine aussi, qui nous rappelle encore d'autres noms.
il vient de sortir au moins du top 5 Justement, aisément. ce qui va se passer en fin de semaine, on va en parler tantôt, mais Belal Mohamed face à Ian Gary. Si Mohamed gagne, ça pourrait être un bon next pour Prates. Oui, absolument. Ça pourrait être Un intéressant. combat de grind qui va devoir montrer autre chose. Mais Prates aussi, il est longiligne tout, mais il était gros. Ouais. C'est des gros 170 livres. Puis Prates, écoute, volubile. Il a une grande gueule, comme on dit, mais il est intéressant. Moi, j'aime son style. Avec les lunettes, le personnage, je l'aime. Comme je l'ai dit la semaine passée avec sa petite top. Fume des tops en conférence, c'est parfait. Fantastique. Saint-Denis, gros KO en 16 secondes sur Benel Dariush. Dariush, c'était comme. Puis en plus, il a manqué le poids en plus. Là. Puis c'est pas la première fois à Dariush qui manque le poids. Mais il s'est fait sonner. Puis là, tu sais, il était 8e au classement, Benoît Saint-Denis. 3 finishes de suite. Là, il est revenu vraiment très solide. Là, évidemment, il a demandé un title fight. Puis, mais à 155 livres, il y a beaucoup de profondeur là-dedans. Je pense que là, ça va être intéressant. Puis moi, ce que j'aimerais le voir, tu sais, peut-être contre Raphaël Fiziev après. Oui. 2 solides strikers. Avantage au sol pour de Saint-Denis là-dessus. Mais Fiziev, par contre, beaucoup plus rapide. Je pense que Saint-Denis a de la misère à gérer ça un peu aussi. J'ai été déçu de ce combat-là, par exemple. C'était spectaculaire, mais je te l'avais dit la semaine passée, c'est un que j'attendais le plus à la carte. Caroline. Dariush, l'homme des occasions ratées. C'est ça la définition de sa carrière, malheureusement. Puis tu sais, c'est pas de la chance, là, mais il s'est fait clip. Ouais, c'est ça. Si ça n'arrivait pas, je suis sûr qu'on avait une guerre qui durait au moins 2 rounds. Ça se peut. Fait que bref, Benoît Saint-Denis s'est replacé sa track, puis je suis content. Sauf que là, il a demandé BMF Belt. Oui. C'est peut-être à Oliviera. Oliveira, qui serait vraiment intéressant. Moi, je voudrais voir ce show-là. Il va avoir la... Elle est drôle, cette belt-là. Ça donne comme un... Non, mais c'est un prétexte pour... Ben oui, faire un scrap, là. C'est ça. C'est un prétexte pour amener du monde à regarder ça quand on veut faire un main event puis qu'il n'y a pas de belt. Exactement. C'est ça. C'était comme les titres... intérimaire. Mais... ça, j'étais plus capable. Moi. Ah non, ça, c'est un moment donné, c'était plus suivable. Mais c'est ça qui est intéressant du UFC. Joe Casside avec le BMF, le Baddest Motherfucker Belt. Le UFC peut faire des événements prime time avec des non-champions. Ça, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui peuvent faire ça. Non. Puis c'est ça qui est le fun. C'est à cause du brand. Le brand, puis les personnages sont bons. Ouais. Tu sais, voilà. Puis c'est ça la grosse différence entre... Là, je ne veux pas partir un débat, mais entre l'UFC et la boxe, c'est que l'UFC va faire la promotion de plusieurs combattants sur la carte plutôt qu'un ou juste le combat final. Fait que, ça, c'est une grosse... on en reparlera de ça parce que j'ai bien des affaires à dire. À regarder, bien des affaires à dire là-dessus. Bon Nicole, gros retour. Il a pris son temps. Il y a eu un bon fighting IQ là-dessus. Vieira qui était... pas vraiment dans le combat là, tout le long. Il n'a pas été capable de lutter. Évidemment, on savait que... Unidimensionnel. Mais on savait... Tu sais, j'aurais aimé ça voir au sol s'il y aurait eu quelque chose. S'il y avait eu quelque chose. Sauf que, tu sais, amener Bon Nicole à terre, s'il veut pas, ça une mission impossible. Ouais. Puis Bon Nicole, au premier round, là, quand il a décidé d'exploser, puis il dit allez, il l'a brassé pas à peu près. Puis il est gros, Vera, là. Ouais. J'ai déjà vu en vrai. C'est un méchant gros bonhomme. Un solide knockout, un coup de pied à la tête au 3e round, un walk-up knockout. Il a fait un montage, Bon Nicole, sur ses réseaux sociaux, justement. Tous ces high kicks qu'il a manqué, il dit « Till I make it ». C'était cool. Fait que ça, c'est un gros retour pour Bon Nicole, venait de sa première défaite en carrière. Puis là, ça, c'est toute une histoire. Ethem Ewing, qui accepte le combat à 48 heures d'avis. Il s'en va battre un prospect invaincu, Wellmaker. Lui, s'était battu le 7 novembre dernier. Il faisait ses débuts à l'UFC. Arrive là, face à un solide prospect dans l'organisation. C'était pas prévu, ça, là. Puis non, c'était pas prévu. Mais il a pris sa chance. Puis il est allé gagner ce combat-là, puis pas à peu près. Puis ce qu'on a vu de lui, là, c'est pas un remplaçant, là. C'est un combattant de l'UFC, là. Il est bon, là. Il était prêt. Ouais. Il était prêt, tu sais. Il s'est tenu game shape. Ça te fait-tu penser à quelqu'un, ça? Une histoire de quelqu'un? Un remplacement de dernière minute qui donne une carrière pas pire, tu sais? Ouais. Ça pourrait, hein? Comme tu as fait avec Tito Ortiz, mais quand des événements comme ça arrivent, je pense toujours au gars qui devait gagner, qui a perdu. Je trouve ça un peu ingrat. Tu te prépares pendant 2-3 mois un adversaire. Puis tu sais, surtout un MMA, il y a tellement de choses à se préparer. Tu sais, c'est pas juste, OK, il y a un bon jab ou sa main droite arrière. Non. C'est un bon lutteur, es-tu bon sur la cage, es-tu bon au sol? Puis là, du jour au lendemain, là, tu peux me dire, ouais, c'est valide pour l'autre aussi. Mais l'autre, il arrive le couteau entre les dents avec aucune attente. Ben, je suis content que tu en parles parce qu'on parle juste tout le temps de l'autre aspect. De lui qui vient remplacer, accepter le combat à la dernière minute. Ah, tu sais, il n'a pas eu le temps de se préparer. Ça doit... Mais lui, l'autre aussi.
L'autre Pas qui change d'adversaire à la dernière minute, c'est arrivé souvent à Charles Jourdain aussi. Plein de fois. Puis lui aussi, il faut qu'il s'adapte. Il y en a qui disent, ouais, mais il était prêt à se battre. Quoi. Non. Ouais, mais c'est pas juste ça. C'est pas pas juste un d'être en shape. Il y a une préparation, il y a un plan de match, de connaître ton adversaire. Là, il n'avait aucune idée. Je pense qu'il s'est fait surprendre. Il a commencé le combat, Wellmaker, quand même d'une façon arrogante, dans le façon, OK, ça va être un walk in the park. Puis il s'est fait surprendre. Ça me rappelle une couple d'années, quand Chad Mendes s'était battu contre Conor pour la ceinture. Je me souviens plus c'était qui le combat initial que Conor était censé pogner. C'était Dos Santos. Dos Santos. C'était pas le même animal. Non. Tu sais, oui, Dos Santos avait quand même une bonne lutte, mais là, tu pognais Chad Mendes qui avait toute une lutte versus Dos Santos. Tu sais, je veux dire, c'est ingrat. Moïcano qui a remplacé pour aller se battre contre Makachev. Bon, Makachev, c'est sûr, c'est une autre affaire. Mais c'est traite. C'est un mec de fight, comme on dit dans les sports de combat. Colin, c'est ingrat, je trouve. Ben, c'est ça. C'est dur pour ceux-là qui pour les deux. Mais on oublie souvent lui qui était prêt à se battre pour. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il se prépare pour un style d'adversaire, puis ça change du jour au lendemain. Tout le temps, lui, c'est correct, il était prêt de toute façon. Mais c'est pas de même, ça marche. Avec bien des affaires qui se sont passées sur l'UFC 322. Ceux qui nous ont suivis à TVA Sport 2 pour les combats préliminaires aussi, ça a été une bonne carte. Des fois, on avait eu 2 bonnes cartes au Apex avec peut-être des noms moins connus. Puis là, on arrive, puis des fois, tu dis, c'est peut-être pas. Des fois, on a des gros noms sur la carte, puis ça reste un peu. Il y en a qui ont été déçus des 2 derniers combats parce que ça a fini des 2 en 5 rounds. Ça a été copié-collé quasiment là, de la lutte, puis que peu importe. Mais il faut quand même apprécier le travail des champions. Ben, pas de la Madeleine, mais de ceux qui ont gagné, la stratégie de ce combat-là, puis d'aller avoir été chercher ce combat. Facile. Rendu à ce niveau-là, quand tu gagnes un combat, tu sors de là, t'es pas magané, t'as pas mal nulle part. Là. Hey, high five, bro. Comme on dit dans l'UFC, tout le monde est bon. Ouais. Même le gars du premier show de la soirée, il est bon. Tu réussis à faire ça contre le deuxième ou l'autre meilleur au monde. C'est incroyable. Tu sais, je veux dire, je comprends le néophyte qui regarde les 2 combats finaux, puis il est comme, ouais, OK. L'amateur plus casual, peut-être moins excitant, mais c'était tout un masterpiece. C'est passé des bagarres dans l'octogone. Ça en est passé aussi à l'extérieur de l'octogone. Et qui d'autre que Dylan Dallas pour foutre la marde à quelque part? Parle-moi un peu de Dylan Dallas. C'est qui ce gars-là? Pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est qui ce gars-là? Dylan Dennis, je vous ai déjà dit qu'il y a plusieurs personnages dans le monde du jiu-jitsu. C'en est un. C'est de là qu'il vient. Okay? Dylan Dennis, là, son recul là, en 2015, 16, 17, c'était un des plus gros prospects en jiu-jitsu. Dans la même phrase, tu pouvais nommer lui, Gordon Ryan, des Gary Tonin de ce monde. Il était aussi bon que ça. Okay? Après une drôle de tangente, c'est un peu comme un bum. On se demande tout où il prend son argent. Il vient d'une famille riche. C'est ça. Je pense que sa mère est riche, là, de mémoire. Il faudrait que je revalide, mais c'est un truc du genre. Il vient d'une famille très riche. Le gars, là, c'est d'être une insta-babe, sa job. Insta-babe. Une insta-babe qui fout la marde partout ce qui passe. Fait que si vous le suivez ses réseaux sociaux, il est divertissant. Call out 1, il a déjà dit qu'il battrait John Jones en dedans d'un round. Puis, il dit de la sauce. On a déjà vu ça. Mais là, lui, il fait, tu sais, ça, c'est illégal ce qu'il a fait. C'est un crime. Il a fait une émeute. Tu sais, je veux dire, c'est tout un personnage. Puis Dylan Dallas, il était dans le coin à Conor McGregor quand il s'est battu contre Habib. Exact. T'sais, Habib, quand il a sauté par-dessus la cage, c'est lui qui a visé avec un saut chassé dans les airs. Là, le eagle. Là. C'est lui qui a visé, il a sauté sur lui. Là. C'est vrai. Puis tu sais, Dylan Dennis a roasté à tout le monde dans les dernières années, puis pas de façon chic. Moi, j'aime ça un peu de talk trash, mais ça, c'est pas chic. Puis le gars, il s'est battu dans Bellator. Il a une victoire ou 2 dans Bellator, soumission rapide. Il est vraiment très bon au sol. Mais plus que ça, il n'a rien réalisé dans sa vie. Non, c'est ça. Autre que s'ouvrir la trappe, puis foutre la marque. Puis là, il l'a foutu solide. Là. Avec l'équipe de Habib qui était là. Les Muslim Brothers. Puis Dana White a mentionné aussi, il dit, pour vrai, je vais prendre le tort là-dessus. Cool c'est de ma faute qu'il y a eu un émeute parce qu'on m'a dit que Dylan Dallas était dans l'amphithéâtre, puis il y avait un billet. Mais il dit, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à se faufiler et d'aller s'asseoir en arrière, vraiment proche de l'équipe de Habib, donc l'équipe qui était là pour supporter Makhachev. Et là, évidemment, Dylan Dallas et Dylan Dallas. Je sais pas ce qu'il a dit. Fait du trash talk, mais là, ça a revolé. Puis c'était quand même assez tôt dans la soirée. Là. Oui, là, ça n'a pas été long. Avant la main card. Ouais, ça n'a pas été long. Fait que là, ça a revolé. Puis là, tu as vu, puis là, ils l'ont sorti, Dylan Dallas. Puis là, il est banni à vie. Ouais. Il est banni à vie de l'UFC. Il peut pas assister à aucun événement, comme Dana a dit. Puis il arrêtait pas de se battre la trappe parce que lui, il espérait avoir une shot au UFC un jour, puis le kit. Mais des fois, tu sais, dans des événements comme ça, c'est très théâtral, là, des brawls comme ça.
Là, c'était pas théâtral. Non. C'était pour de vrai. Masvidal, qui je pense qu'il a dit à Dana White, ou un gars que Dana White a dit, si je le crois, je le gèle. Fait qu'il dit, oh, crème. Puis finalement, Dennis a réussi à descendre jusqu'en bas. Il dit... Mais il y en a une couple, je pense que s'ils croisent Dennis, ils vont le geler. Oui, parce que c'est pas juste le show. Tu comprends? Il va dans le personnel. Il dit vraiment, vraiment de la sauce, Pat. Là. Il est pas chic, divertissant, mais dans un guilty pleasure, si on veut. C'est ça. Puis tu sais, là, tu t'en vas là, tu fous la marde, puis là, t'es un gros brawl. Encore une fois, tu sais, mettons, t'es la première fois que tu regardes l'UFC. Si tu t'intéresses à ça, là, tu dis, ouais, ça n'a pas évolué depuis 20 ans. Là. Ça se bat dans les estrades encore, t'es comme, fuck, man. Ça me rappellera toujours le brawl qu'il y avait eu suite à un combat de Nick Diaz à Strike Force, qui était en National Television. Jason Miller qui était rentré. Exact. Il est où mon combat revanche? J'ai eu mon combat revanche, puis... L'équipe de Diaz avec Jake Shield, toute la guette, ça avait revolé. Puis je me souvenais, l'annonceur, il dit hey, les boys, on est à CBS ou CBC. C'était une des premières fois qu'il y avait une carte gratuite à CBC. C'était majeur. Un brawl qui explose. Il dit fellas, we are national television. Come on. Ça me rappelle ça. C'est pas beau pour le sport. Mais écoute, sur les réseaux sociaux, c'est partout. On voit le brawl de Dylan Dennis partout. Là. Ce qui s'est passé, écoute, vite, ONE FC. On va parler de ONE FC. ONE FC qui se passe en Asie. Grosse organisation. Beaucoup d'argent là-dedans. Ils font des galas de Muay Thai, des galas de kickboxing. Jonathan DiBella, qu'on a parlé dans au premier show, champion de ça aussi. Mais ils font aussi des arts martiaux mixtes. Oui, puis je trouvais intéressant de parler du show dans la fin de semaine. Ça se passait à Tokyo. C'était le 173. Événements de combat mix, ils font ça souvent quand même au NFC, puis je trouve que c'est un peu la définition de notre show. Eux, dans une même soirée, tu retrouves des combats d'MMA, des combats de kickboxing, des combats de Muay Thai, des combats de Jiu-Jitsu, tout dans la même carte. Fait que c'est quand même hétéroclite, mais vraiment intéressant parce que tu peux voir plusieurs aspects, puis ils bâtissent des vedettes qui sont pas nécessairement en MMA. Fait que c'était super intéressant. C'était à Tokyo, ça. Oui, c'était à Tokyo. C'était en fin de semaine. C'est sûr, le timing avec le UFC en fin de semaine. Puis c'est plus difficile à regarder avec les fuseaux horaires et tout. C'est sur Prime TV qu'on peut regarder ça. Mais toujours intéressant. Allez voir ça, honnêtement, là, nos auditeurs. C'est quand même super intéressant. En finale, tu avais Superbomb. Ça, c'est son surnom. De son vrai nom, c'est Supachai Mueseng. Qui est toute... Ouais, hein, très fort, ma prononciation. Qui est toute une vedette en kickboxing. Il a unifié les titres des poids plumes. Donc ça, c'était la main event. Mais je voulais parler aussi d'un autre combat de championnat qu'il y a eu là-dessus. Christian Lee. Qui est un Canadien d'origine. C'est ça qui est intéressant. Un gars de Vancouver. Ils sont tous nés ici, lui, ses frères et sœurs. Il a défendu son titre des welterweight par TKO. C'est aussi le champion des poids légers, donc il est double champ dans cette organisation-là. Comme je disais, Canadien d'origine, c'est le frère de Angela Lee, qui est une ancienne championne des atomweight à One, qui était une grosse vedette, je te dirais, juste avant la pandémie. Atomweight, c'est 105 livres, ça. Exactement. On n'a pas lu. On n'a pas, mais eux en ont. Très populaire en Asie, d'ailleurs. Eux, les petits poids, aiment ça en Asie. Ben oui. Fait que c'est très excitant. Puis, ils viennent d'une famille. Ses deux parents sont black belt dans plein de disciplines différentes. Puis, il y a son frère, Adrian, qui s'en vient. Ça a l'air que le talent sort par les oreilles. C'est fou, pareil. Ouais, les trois vont avoir été dans l'organisation puis des champions du monde. Fait que ça, c'est super intéressant. Suivez ce gars-là, Christian Lee. En plus, belle parure, bon ambassadeur du sport. Puis ONE FC, moi, tu sais, c'est Chatri Sityaton qui est le boss de ça, qui est ultra... Le Dana White de... Ouais, exact. Mais moi, toutes les fois que j'ai parlé à du monde qui avait eu rapport avec ONE FC, il paraît que c'est incroyable. Ils sont bien traités. Ils sont bien traités. Ils sont bien payés. Ils sont bien traités. T'es une rockstar quand tu s'en vas te battre là-bas. La mentalité est différente aussi. L'Occident et l'Orient, c'est vraiment différent au niveau de la mentalité, surtout les arts martiaux là-bas. Plus grand respect de l'art. Plus grand respect de l'art. La foule, c'est différent aussi. C'est un souvenir au Pride. Là. Au Pride, quand les gars ils se battaient, il n'y avait pas d'un bruit. Quand il y avait une grosse projection de coup de main, là, tout le monde applaudissait. Puis là, ça arrêtait. Ouais. C'était assez spectaculaire. C'était assez... C'était différent. C'est beaucoup différent. C'est ça qui est le fun des arts martiaux, c'est que ça traverse les frontières. Fait que ça, c'en est un bel exemple. Puis il y avait deux combats intéressants que j'ai relevés, dont Tai Rutulo. Ceux qui le connaissent pas, lui et son frère jumeau, c'est deux méga stars du Jiu-Jitsu. C'est les premiers bébés qu'on a vus de A à Z commencer le Jiu-Jitsu à 4 ans, puis se ramasser les deux plus jeunes champions du monde dans ADCC et IBJJF. Tai il a migré vers le MMA. Il se bat encore en Jiu-Jitsu, mais il a migré en MMA. Il a déjà, je pense, 3 victoires. Il a gagné justement en fin de semaine à One. Un beau prospect. Puis tu sais, comme on a vu de Rodolfo Vera contre Bonecon en fin de semaine, des fois, la transition des grapplers sont unidimensionnelles. Lui, c'est différent. Il est jeune. Il a fait le son MMA jeune. Ça va être plus que ça.
OK? Fait que lui, il va vraiment devenir un vrai martial artist, mais au sol, personne n'a pas touché à ce gars-là. Là. Ah OK? ouais. Ah ouais. Puis les Rotula, un moment donné, on ferait un petit topic là-dessus. Ouais. C'est vraiment intéressant leur histoire. Fait qu'à surveiller. Puis on avait aussi Rafael Lovato, Ouais. légende du jiu-jitsu brésilien, un des Américains les plus titrés sur la scène du jiu-jitsu, qui a battu par décision Carlos Bodoni. Ça, je suis surpris. Bodoni, je l'adore, plus jeune. Mais le bon vieux Raphaël a réussi à gagner une décision dans un match de jiu-jitsu, justement. Ouais. C'est ça qui est intéressant sur la carte. Là. Il y en a un peu partout. Et je vais parler aussi de Rafael Lovato. Ouais. Je pense que c'est une légende. Si vous avez l'occasion de le rencontrer ou de juste participer à un séminaire avec lui, Faites-le. qui est proche, faites-le. Et c'est pas évident parce que ces gars-là voyagent à travers la planète, mais ça va se passer ici, à Montréal, à One Jiu-Jitsu, à Rosemère, Boisbriand. Boisbriand. C'est un gym à Boisbriand, One Jiu-Jitsu, Raphaël Lovato Jr., le 29 novembre prochain. Donc, au gym là-bas. Si vous voulez avoir des informations, info@onejujitsu.ca. Vous allez sur le site de One Jiu-Jitsu. C'est un ami à nous, c'est Luciano Ucci, ouais. qui est le prof là-bas, une école qui a énormément de succès. Fait venir un combattant comme Raphaël Lovato. Honnêtement, vous êtes des fans de Jiu-Jitsu, courez là-dessus. Il reste pas beaucoup de place. 4-5 places. Je pense qu'il reste 4-5 places pour faire les deux gi et no-gi. Puis en gi, je pense qu'il reste 5-6 places. Là. Donc, c'est énorme. Honnêtement, ceux qui connaissent pas le Jiu-Jitsu ne peuvent pas comprendre comment c'est énorme d'avoir Raphaël Lovato ici, dans la région de Montréal. Il est rendu, je pense qu'il a passé la quarantaine, encore très compétitif dans le secteur, dans le réseau de Jiu-Jitsu, compétition encore dans les plus grosses, comme à One. Il va se battre aussi à Who's Number One. Moi, je l'ai vu au championnat du monde il y a 2 ans en no-gi. J'ai serment été à notre hôtel, énorme. Puis ce gars-là, pour le record, il est ancien champion 185 livres de Bellator. C'est lui qui a battu Gegard Mousasi dans une guerre incroyable. C'était vraiment tout un combat. Fait que le gars, quand on parlait de gars de Jiu-Jitsu, qui peuvent aller plus loin que ça, il n'a pas battu un 2 de pique. Gegard Mousasi, Bellator, c'était la deuxième plus grosse organisation dans le temps. C'est tout un athlète. Si vous avez la chance, guys, allez à ce séminaire-là. 29 novembre à One Jiu-Jitsu, le gym là-bas. Allez voir le site. Envoyez des questions à info@onejujitsu.ca pour avoir ça. Il ne reste pas beaucoup de place. C'est incroyable qu'on peut avoir ce gars-là ici, dans la région. Ça fait le tour de ce qui s'est passé, mon Matt. Et par la suite, on s'en va au round 2. Yes. Round 2. Round 2, on n'a pas le choix. On est rendu là. Ça a été annoncé 19 décembre prochain. Et je pense que là, l'attente de ce combat-là vient de prendre une autre tangente complètement. Paul face à Anthony Joshua. Oh, c'est la réalité. Ça va arriver. Oui. 19 décembre à Miami, exactement à la même place. Jake Paul face à Anthony Joshua, qui était supposé se battre contre Davis. On ne peut pas faire la conférence entre les deux. Là. Davis, 5 pieds 5, 135 livres. Là, on va se battre contre 6 pieds 6, 250 livres. Là. Tu sais comment... en tout cas, je vais parler pour moi. Là, comment je respectais pas le combat contre Davis. Ouais. C'était ridicule, c'était un freak show. Mais là, force est d'admettre que Jake Paul a mis ses testicules. Oh, il y a des balls. En tout cas, il y a des balls. Il a fait une vidéo sur Instagram là, qu'il a mis 2 pancartes. Ouais. Une pancarte de Davis en carton, une pancarte de Joshua, puis lui il est au milieu, puis il a l'air d'un nain à côté de Joshua. Là. Hey, Joshua, c'est pas rien. Là. Non, puis ce combat-là, ça va être 10 fois plus à regarder que Davis. Ben oui. Il y a une enveloppe de 287 millions, je pense, quelque chose comme ça, à splitter entre les deux. Joshua va faire 50 millions pour ce combat-là. Combien de temps ça va durer? Il y en a plusieurs qui disent que si ça dure plus que 2 rounds, ce combat-là est truqué. Oui, moi aussi, je pense ça. Là, tu parlais de 50 millions de Joshua, ça, c'est de l'argent trouvé à terre, littéralement. Il s'est penché, il a ramassé 50 millions. Il s'est penché à ramasser ça, mais oui, moi aussi, je pense ça. Écoute, je comprends tout le cirque autour de ça, autour de Jake Paul, mais là, il n'y a pas photo, comme disent les Français. Tu peux pas dépasser contre Joshua. C'est à peu près l'équivalent que si toi, tu te battais contre. Puis, en tout respect, tu te battais contre Joshua. Ah, ben oui. C'est à peu près ça. Fait gelé, là. C'est comme si moi, je me battrais contre Raphaël Lovato en fin de semaine. Hey, ça dure plus que 30 regarde, secondes, juste bonne te chance. dire, regarde, Joshua vient de passer le KO à Dubois. Ouais. Déjà là. Là, Joshua a battu Klitschko, Popetkin, Rios. Il s'est battu 2 fois contre Usyk. Francis Ngannou. Il a knocké Ngannou, pas à peu près. Là. Médaillé d'or olympique à Londres, champion IBF, WBO, WBA. Puis il est encore actif.
Oui, il est en fin de carrière. T'es en fin de carrière, t'es encore actif, t'es encore en shape. Là, les règlements, c'est quoi? Parce qu'au début, c'était supposé être un combat exhibition contre Davis. Ouais. Là, c'est un vrai combat qui va être Homologué par le... homologué, qui va compter sur les fiches. Un combat de 10 rounds avec 8 rounds? 8 rounds ou 10? En tout cas, peu Je sais importe, plus. avec des 10-11. Et la seule demande de Paul, c'est qu'il faut que Joshua pèse pas plus que 245 livres. Ben, ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Là, Ben, ça fait 3 ans que je suis pas là, mais tu sais, il tourne autour de 250-255 50 livres. millions, on va le faire. Là. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis écoute, je sais pas s'il va y avoir un advertising avant le combat. Genre, les scènes qui peuvent suivre peuvent être difficiles à regarder pour les viewers. No joke, là. C'est dangereux. J'ai vu ça, je C'est pense un semi-pro qui se bat contre un ancien champion du monde. C'est pas juste un bon boxeur. Ouais, parce- Un ancien champion du monde, olympien. Ce gars-là a battu les meilleurs au monde. C'est battu avec les meilleurs aussi, Oui. puis il a une tête. Tu sais, moi, je te dis, Jake Paul, c'est pas un mauvais athlète, c'est pas un mauvais boxeur. Tu sais, il est bon dans ce qu'il fait, tu sais, puis c'est un bon sportif, c'est un excellent marketing, un gars de C'est marketing. ça sa force. Mais là, je veux dire, puis c'est ça. Si ce combat-là se rend à 3, 4, 5 rounds, Là, on n'est pas dans là, à un le Tyson. moment là. donné, là, ça va être. Non, c'est ça, là, à un moment donné, ça va être. OK, il va falloir aller checker ce qui se passe. Oui. Puis on checkera encore une fois les bêtes qui auront rapport à ça. Mais, tu sais, je veux dire, je pense que tu as gagné dans le marketing quand les gens sont prêts à payer pour te voir perdre. Puis là, tout le monde va vouloir voir ça. Mhm. Tu sais, Netflix, tout le monde va s'abonner. Là. Parce que on rêve tous de le voir perdre, mais là, ça va arriver pour vrai. C'est posé. Sinon, qu'il aille rejoindre son frère à WWE, sinon après, C'est je bien. m'excuse, là, mais c'est impossible. C'est supposé arriver. Puis, faut pas oublier non plus que Léla Baudouin va se battre au championnat du monde face à C'est Bogdaner. le fun que ça reste. Là. Ben, c'est mais vraiment je pense que plus de monde va écouter ce show-là à cause de Joshua maintenant. Fait que là, il va y avoir plus Plus d'exposure. d'attention, d'exposure sur Baudouin pour ce combat-là. Fait que, tu sais, ça, c'est cool aussi. Mais, écoute, j'ai hâte de... Je sais pas si j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le regarder. Mais moi aussi, j'ai comme une petite crainte. Je me dis, Colin, tu sais, c'est... Mais, Ça, c'est dangereux. écoute, je peux pas rien enlever à Paul. Il a des Il va. balles grosses de même. Il va y aller. Moi, je serais puis pas allé. Pour cinq- Honnêtement, c'est pas juste une question d'argent. là. Non. C'est ta Ah, santé. il va se faire mal. Là. Ngannou est un phénomène physique. Puis il s'est fait ouvrir Ah. par la droite de Joshua. Puis tu l'as vu tomber. Là, tu sais, quand l'eau part sur le côté. Là, puis le Est-ce kick- qu'Ngannou, c'est un meilleur boxeur que Paul? te surprend, hein? Non, mais moi, je suis d'accord Moi, avec je ça. pense que Jake Paul a une meilleure boxe qu'Ngannou. Technique? Ouais. Oui, technique. Ouais, moi aussi. En tout cas, puis ça, on en parlera une autre fois. J'ai jamais trippé sur Ngannou, moi, personnellement. Ben, C'est un phénomène physique. Ouais. C'est pas qu'il est pas bon, là. Puis qu'il n'y a pas des skills. Ouais. Mais côté boxe, non. Mais quand même, c'est parce que la différence de poids, là, elle va parler. Là. Oui. Oh, oui, Mais la vraiment. différence technique aussi, tu sais, même à un moment Tout. donné. Tu sais, moi, tu sais, Wilder, je suis pas un grand fan de ce boxeur-là. Je trouve qu'il a pas une bonne technique. Il fait juste soigner puis Ouais. il frappe fort. Toute une claque. Il était champion du monde, c'est correct. Mais, tu sais, je trouve qu'il est un peu éparpillé. Ouais. Puis, je suis pas mon préféré. Trop Mais de toute large. façon, c'est bien personnel. Mais Joshua, techniquement, il est très bon. Là. C'est un boxeur olympique. Mais Il voilà, vient de là, exactement. très technique. Attends que le premier jab va rentrer sur le nez de Jake Paul. Là. What the fuck? Il n'aurait jamais vu ça. Là. Mais j'ai bitché beaucoup tout ça, mais là, je veux le voir. Exact, là, c'est pour c'est de ça. vrai. Là, c'est pas un freak. Il est fort, man. Il y a quelque chose. Marketing, c'est Ça va incroyable. exploser. Ben oui, man. Exploser. Ça va exploser. En fin de semaine aussi, il va y avoir l'UFC au Qatar, qui est présenté sur Fight Pass. Donc, il n'est pas disponible ici au Canada. Donc, si vous voulez l'écouter, c'est exclusif au Fight Pass. C'est rare qu'on a une carte exclusive Fight Pass aussi solide que ça. Ouais, parce que Honnêtement, d'habitude, là. les internationaux, c'est tout le temps sur Fight Pass. Hein? Pas, pas toutes, là, mais oui. Beaucoup. Puis d'habitude, ils sont plus faibles que ça, Ouais. 24. Là, c'est quelque chose. Là. Là, tiens, on est en finale à Man Tsaroutian face à Dan Hooker. Les deux, ça fait quand même longtemps qu'ils se sont battus. Tsaroutian depuis avril 2024. Il se bat pas souvent. Il se bat pas souvent, mais lui, il attendait un title fight. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Une négociation derrière du rideau, C'est ça sûr, a sûr, chié, sûr, c'est sûr. sûr, à quelque part, parce qu'il le mériterait. Il a battu Dariush et Oliveira à ses deux derniers combats, quand même. Et Hooker, lui, s'est pas battu depuis août 2024. Donc, ça fait un méchant bout, lui aussi. Puis lui, a gagné face à Gamrot, son dernier combat, qui a battu Oui. Tsaroukian dans un combat pas controversé, là, quand même assez serré. Ouais. Mais il reste que Tsaroukian, il était sûr qu'il avait gagné, là, mais peu importe. Donc, ça va être intéressant de voir ce combat-là aussi. Moi, Tsaroukian, je l'aime bien gros comme combattant. Oui. Je trouve qu'il est complet, puis
ça va vite. Ouais, puis il aurait dû avoir un combat de championnat. Il est arrivé de quoi? On ne sait pas. Ouais. Il est arrivé quelque chose pourquoi ils n'ont pas donné. Oui, Mais- parce que dans le line-up, dans les ordres des choses, ça aurait dû être son tour parce que ça aurait amené un nouveau visage dans le championnat du monde. Mais par contre, vois-tu, moi, puis respect pour Dan Hooker, c'en a un autre qui y va contre n'importe qui, mais c'est pas un combat qui te fait avancer de tant que ça. Tu sais, Dan Hooker, c'est un bon gatekeeper. Je sais, fait 3 fois que je dis cette expression-là aujourd'hui, là, mais... Puis quand je dis ça, c'est vraiment pas de façon condescendante. Là, je respecte vraiment beaucoup ça, mais Colin, Tsarukhan... Ouais, mais il est dur. Puis c'est un combat tricky pour Tsarukhan. Ben oui. Si Hooker sort une grosse soirée... Il est dur à combattre, Hooker. Il a un style bien propre à lui. Là. Il est long, il a le menton loin. Il est clippable, par exemple. Ouais. Tu sais, Chandler te l'avait clippé solidement. Ouais. Puis Poirier Tsarukhan- aussi. Poirier te l'avait démonté. là. C'était quelque chose. Ouais. Mais ça va être intéressant, c'est sûr. C'est toujours un bon scrap avec eux autres. Et en demi-finale, ben, peut-être combat pour Yann Gary, je pense. Pour Yann Gary, va se Belal. battre face à Belal Mohamed. Si Gary sort un gros show, un gros statement dans ce combat-là, pourrait peut-être avoir... Si Rakhmonov n'est pas capable de revenir, je pense que Gary serait le prochain à se battre pour le titre. Qui serait À logique. 170. Ça donnerait un clash intéressant de style avec Makhachev. Mais vois-tu, ça pourrait être compliqué pour Gary contre Belal. Gary a battu Prates à son dernier combat. Je sais. Fait que, Ouais, c'est aussi décision. Ouais. C'est une bonne décision. Je suis pas un fan de Machado Gary. OK? moi non plus. Trop Counter-Striker. Tu sais, c'est comme le pousser à l'extrême. Ouais. Fait que ça peut donner des combats franchement plates des fois. OK? Par contre, quand il y a le bon adversaire pour danser, là, c'est là qu'il est flashy puis c'est Ouais, incroyable. mais là, il l'a pas. Contre Belal, il pourrait se faire coller dans la cage pendant 5 3 rounds. Ouais. Mais tu sais, il est pas mauvais à la lutte non plus pour Non, sortir de là. Tu sais, il est c'est rare, difficile, rare qu'il accepte la position. Il est grand aussi. Il est grand, il a une bonne boxe. Ouais. Ça va rester à voir, tu sais, Belal, des fois, son fighting IQ aussi veut prouver qu'il a les mains à Canelo. C'est ce qu'il avait dit à Mané. Bro, t'es pas un boxeur. Mais non, vraiment pas. T'es pas un boxeur. Arrête d'essayer de prouver que t'es un meilleur boxeur que l'autre. Puis surtout pas face à Gary. Là. On pourrait avoir un replay de Morales contre. En fin de semaine, de notre combat contre Brady. Ouais, comme Brady. Malheureusement. Ça peut-être. pourrait ressembler à ça. Écoute, ça se passe. Puis si vous voulez écouter ça à Fight Pass, c'est en avant-midi. Donc, Ouais, si à vous voulez cause écouter que- ça à Qatar. l'heure là-bas au Qatar, première fois que le UFC s'en va au Qatar. Ça, j'aime ça des combats de journée. Ouais. C'est comme du day drinking. Ouais. T'es pas magané le lendemain. T'as le temps de prendre ton petit café, Exactement. un petit café cognac, on sait pas. Voilà. Voilà. En fin de semaine, aussi, on revient sur le Jiu-Jitsu. Il y a un gros événement, on avait parlé il y a le premier, je pense, qu'on le en premier parlait. avec de Brianna Sidmary. Événement IBJJF The Crown, le 23 novembre, ben, c'est dimanche, en Ouais. Californie. C'est la 3e édition de la grosse couronne, comme on l'appelle. En plein ça. Je trouve ça important d'en parler. Justement, on dit la couronne parce que littéralement, les champions de chaque catégorie Ouais. reçoivent une couronne en or. Vraiment cool. C'est pour cool, vrai. Ça se distingue bien plutôt qu'une ceinture. Gros événement. The Crown, en fait, c'est quoi? C'est un tournoi qui rassemble les meilleurs. C'est sur invitation. C'est un tournoi professionnel que IBJJF sélectionne qui veut être dans ces divisions-là. Ils prennent les meilleurs, je te dirais de la saison en général. C'est pas basé sur un classement de points. Ils sélectionnent. Donc, c'est sur invitation avec bourse. C'est ça qui est super intéressant. Ça ressemble à quoi, les bourses, tu sais? Ben, je vais t'en parler juste Ok, après. good. C'est quand même intéressant. Donc, c'est 6 divisions de 8 combattants par division. Tout ça passe le même soir. Il y a 2 divisions là-dessus qui sont féminines. C'est un round robin, tu te bats contre tout le monde ou ben non, c'est Élimination simple- directe. Élimination directe, Ouais. simple élimination. Fait que c'est dynamique parce qu'à 6 divisions, sinon ça Ouais. finirait jamais. 2 féminines et les bourses pour les champions, c'est quand même 20 000 US. Quand même. Ce qui est Pour du intéressant. Jiu-Jitsu, ouais. Justement, 2e, 3e place sont payés aussi. Vraiment moins parce qu'ils donnent plus aux champions. Mhm. Mais ce qui est intéressant, chaque fighter est payé. Il y a un show, il y a un show price. Fait que même si tu perds ton premier combat, Tous ceux qui sont invités là tout athlète est payé. ont de l'argent dans les Je poches. sais pas à quoi ça ressemble, ça c'est pas public. Ouais. Mais même s'ils reçoivent 1500 pièces, Ça reste du Jiu-Jitsu. c'est du jiu-jitsu, puis la semaine après ils peuvent se battre. Ah Tu sais, oui, c'est c'est pas cool, quelque ça. chose. Fait que c'est super intéressant. Le grappling, il y a de plus en plus d'argent là-dedans. Quand la Fédération internationale commence à faire des shows comme ça, c'est parce que il y a quelque chose de Il y a ce un côté-là. intérêt. Il y a un intérêt. La communauté du jiu-jitsu est énorme. On Mhm. la sous-estime, là. On parle souvent de celle de MMA. Comme toi, Joe, est énorme et est très dédiée. C'est un sport super geek. Fait que sur les réseaux sociaux, c'est très, très actif. Des gros noms. Kennedy Maciel, Cole Abaté, Elizabeth Clay, Adam Wazinski, Lucas Barboza, Eric Muniz, puis il y en a plein d'autres. Ça, c'est tout réparti dans plusieurs divisions. Des grosses vedettes. Mais là, il y a un combat qui nous il y en a une en particulier qui nous intéresse. Québécoise. Ouais, Brianna Sainte-Marie, qui est la championne défendante. C'est elle la crown champion. C'est elle la reine en ce moment. Elle n'aura pas un combat facile. Tu parlais que c'est un dans sport de geek. Elle a de l'air d'une geek.
Écoute, Si tu sais pas qu'elle fait du jiu-jitsu, tu vas te faire surprendre à tu maudit. dis, ce fille-là, elle lit des livres tout le temps. Non, ben, elle est brillante, Brianna en plus. Oui, Mais écoute, toute une bête est forte. Elle est vraiment, vraiment puis forte. elle est agressive en maudit. Là. Alors- Elle va pour le finish, là, pas pour les points. Elle a le genre de jiu-jitsu que ça nous prend pour que le sport continue de grandir. Voilà, c'est ça. Puis aussi, petit fait intéressant que j'ai oublié de dire, très important en fait, c'est en gi. Donc c'est en kimono cette compétition-là. C'est la seule compétition en gi, je te dirais, qui a une envergure aussi grande que les ADCC, les CGI, les Who's Number One professionnels. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que pour les vrais puristes du sport, c'est le fun. Puis avec des Brianna qui donnent un show même en gi. Tu sais, elle a fini en X-Choke en finale l'année passée. Super intéressant. En première ronde, elle pogne quand même la fille de la légende André Galvao, Sarah Galvao. C'est une adolescente encore. Je pense qu'elle a eu 18 ou 19. C'est quelque chose. Elle fait beaucoup de bruit sur la scène, pas juste à cause du nom de son père. Elle est vraiment très bonne. OK. J'ai vraiment hâte de voir ça. Brianna va en avoir plein les bras avec elle. C'est où qu'on peut regarder ça? Sur Flow Grappling. OK. OK? C'est une application de Flow Sports. Là. C'est ça qui est un peu plate. Il faut payer, c'est cher pour le regarder. Je pense que c'est des yearly members, des memberships annuels, qui est comme 100 quelques piastres. Mais ça vaut la peine. Il y a beaucoup de shows toute l'année là-dessus. Mais The Crown, si vous avez la chance de regarder ça, si ça vous intéresse, allez voir ça. C'est toute une soirée de jiu-jitsu. Puis c'est en gi. Donc, Ouais, c'est C'est que en gi. en gi. Puis le montage qu'ils font, tu sais, c'est sombre puis tout. C'est très protocolaire, mais entertainant. En même temps, il y a de la musique puis tout. Allez voir ça. C'est un vrai show pro. Donc, c'est dimanche, le 23. Ce dimanche. The Crown, ça se passe en Californie. Si on veut le regarder, c'est sur Flow Grappling. flowgrappling.tv. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça? l'application. Exactement. Bon, Brianna Sainte-Marie qui défend son titre, ça va être intéressant. Et si vous suivez le Jiu-Jitsu, vous avez. gros noms sont c'est là. ça, les gros noms sont là. Ça vaut la peine de regarder Je ça. sais que j'en ai nommé, puis ça dit peut-être rien à la majorité des gens. Non, mais nous autres, on va les éduquer, le monde. Le monde qui nous regarde là, souvent, genre, j'ai beaucoup de commentaires. On dit c'est le fun que vous parlez de Jiu-Jitsu, choses. que vous parlez de kickboxing, du monde qu'on ne connaît pas ici, des Québécois, des Québécoises qui ont du succès dans ces Ailleurs, arts dans martiaux-là, d'autres ailleurs, choses. dans d'autres choses. Fait que ça, c'est cool. Puis aussi, des commentaires, on vous lit. Hein. Vous Oui. nous donnez des commentaires sur la chaîne YouTube ou sur le site. On vous lit, on vous écoute, puis on essaye de faire plaisir à tout le monde. Puis des conseils ou peu importe, des affaires que vous avez aimées ou moins aimées, gênez-vous pas. Je me mets là-dessus, je vais répondre de plus en plus. Je trouve ça important, l'interaction, puis ça me donne des idées pour le show. Puis, justement, j'ai eu des bons commentaires à la communauté du Jiu-Jitsu, on a déjà parlé, elle est forte Ouais. au Québec. Ils sont contents qu'on parle de ça, qu'on parle de notre sport, parce que tous les shows, on rapporte juste au MMA, souvent, ou boxe. Mais là, on parle du Jiu-Jitsu. On fait le tour. On fait le Exact. tour. Pendant de faire le tour, fini le deuxième round, et là, on va aller jaser de des affaires qui nous ont surpris avec les High Poke News. High Poke News. Matt, les High Poke News, cette semaine, il y en a des quand même assez solides. solides. Des Exact. solides. Je veux commencer avec la saga, pas la saga, mais l'espèce de. Ouais, la saga. Révélation, c'est bon Ouais. ça. De Dana White, qui a eu un gros beef avec un gars que tu veux pas avoir de beef, on va se le dire, avec Francis Ngannou. Et ça explique pourquoi que probablement qu'Ngannou ne reviendra jamais à l'UFC. En entrevue, Dana White a dit qu'Ngannou l'avait déjà pogné au collet dans son bureau, puis il l'avait menacé. Puis il a expliqué l'histoire de ça. Quand Ngannou s'est battu contre Stipe Miocic, le premier coup, il avait dit à Ngannou avant le combat, il a dit là, je vais gagner ça. Après ça, je veux que tu me mettes dans un jet privé puis tu me renvoies à Paris. Rien à Je voir. veux que tu prennes soin de moi. Puis là, il était OK, whatever, on verra. Fais-le, verra. on Tu sais, verra. c'est pas la première fois que Dana White a des grosses demandes, des grosses super vedettes. Puis finalement, il a perdu puis il s'est fait torcher. Là, on Torcher, s'entend, une là, clinique de lutte. Clinique de lutte. Fighting IQ, on en parle, Ouais. ça l'était ça. Puis il n'y avait pas eu de bonnie de Fight of the Night dans ce combat-là. Puis avec raison. C'était pas très C'est spectaculaire. une clinique, mais c'était pas C'est ça. spectaculaire. Et des dires de Dana White, je rapporte ce que lui a dit. Il est rentré dans son bureau, Ngannou, il était fâché de ne pas avoir eu le 50 000, le prêt au collet. Puis là, il l'a menacé, là, puis il a dit, là, t'es mieux de t'en aller là, parce que j'appelle la sécurité. Puis ça a brassé de ça, puis finalement, c'est la dernière fois qu'ils se sont parlé. Fait que là, toutes les fois qu'on dit, ouais, mais tiens, on aimerait ça faire un super fight entre Ngannou puis Jones, puis d'ailleurs, après avoir su ça, après avoir qu'on sait ça maintenant, les chances qu'Ngannou, puis je comprends, c'est une business. S'il peut faire de l'argent avec Ngannou, c'est ça, ça se peut que ça arrive. Mais là, on comprend peut-être un petit peu plus pourquoi que les discussions ne sont jamais revenues par la suite et pourquoi Ngannou a sacré son camp, pourquoi il a fait l'histoire avec son genou, il s'est fait opérer, il a pris un an off pour sortir de son contrat, il est allé boxer.
on comprend un petit peu plus d'affaires maintenant. C'est là que tu vois à quel point il y a des tractations de coulisses qu'on voit pas. Tu sais, un ci, un ça, pourquoi tel combat n'est jamais arrivé? Ben là, on a un bon exemple. C'est juteux, là, c'est crunchy, c'est le fun. Mais, ouais. Puis, il s'est quand même battu après, Ngannou. Il y a eu le rematch après ça contre Stipe Miocic. Mais ça devait être assez ordinaire comme négociation. Là. Ça devait être hostile. Je pense que le contrat était déjà signé pour plusieurs combats, puis on attendait juste que quand il y a eu le re-sign, c'est là que, comme tu disais, Ngannou, il y a ça. Makhachev est devenu le double champion en fin de semaine. Deuxième double champion d'American Kickboxing Academy. Daniel Cormier en a été aussi. Et là, il y a un débat à savoir, est-ce que Javier Mendez, qui est le head coach de American Kickboxing Academy, qui est le fondateur de ça, est-ce qu'il est le meilleur de l'histoire? Entraîneur, parce que c'est le seul qui a réussi à former 2 doubles champions. Ben écoute, c'est quelque chose. Y a-tu quelque chose dans l'eau là-bas, dans l'abreuvoir chez AKA, là, je ne sais pas. Mais c'est sûr que ça doit être un entraîneur incroyable pour entraîner ces athlètes-là puis pour le fait qu'ils y vont. Cependant, on n'en parle pas si souvent de lui. Est-ce que c'est parce qu'il est vraiment incroyable, comme un Greg Jackson de l'époque, qu'on parlait, c'était des tacticiens, ou c'est parce que tout le monde va là? Ben c'est ça. Moi, maintenant, je pense pas mal plus que c'est Habib qui entraîne Makhachev que Mendez, on s'entend. Puis, tu sais, ça prend quand même un papa en haut. T'sais? Ça prend un gars qui se chapeaute ça puis qui prend des bonnes décisions, puis il fasse confiance aux autres. Un général, exactement. Tu sais, le général va dispatcher ça, c'est correct. les opportunités, puis dispatcher les responsabilités, puis OK, ça. Mais c'est sûr que, tu sais, je pense pas que Mendez roule avec Makhachev. Non plus. Puis, tu sais, rapporte-toi à l'époque. T'as Luke Rockhold qui s'entraînait là. Il était déjà fait. Quand DC est arrivé, Daniel Cormier, c'est quand même un champion, un lutteur olympique. Il avait déjà un gros bagage. Khabib, les gars arrivent du Daghestan, ils sont prêts, ils sont born ready. C'est Habib qui ramène. Là. Qui ramène, exactement. Fait Cain Velasquez était là aussi. Ouais, Cain était là. Fait je pense qu'ils ont une room incroyable. Comme je te dis, juste être le gérant, c'est comme gérer une équipe de vedettes au hockey ou dans n'importe quel sport. C'est aussi dur que de gérer une équipe médiocre. Il y a de la logistique là-dedans. Oui, gérer, tu sais. Je me rappelle Bob Hartley. Gérer les égos. Bob Hartley, quand il a gagné la Coupe Stanley avec l'Avalanche, il n'avait jamais gagné le titre d'entraîneur de l'année et tout. Puis c'était ingrat parce que gérer Patrick Roy, Joe Sakic, Peter Forsberg dans le même room, c'est à peu près comme gérer ces gars-là. Mais côté skills, côté enseignement, je suis pas sûr que c'est... Puis je dis ça juste par impression. Là. Mais bon, écoute, les faits sont là. Mais le gym, par contre, c'est incroyable. Un peu comme le TriStar. Oui, il fut un moment que tous les gars de Jackson... Non, mais il y avait des grosses vedettes qui s'entraînaient là. Débarquaient là. Il y avait des Nathan Marquardt, des Keith Jardine, des John Jones qui est venu ici aussi. Dennis Kang qui s'entraînait là. C'était la plaque tournante à un moment donné parce que tout le monde venait s'entraîner avec Georges. Fait que là, ça montait la qualité d'entraînement du gym. Puis là, tu sais, là, à un moment donné, là, ça l'a... Puis il y avait moins de gym aussi dans ce temps-là. Fait que les gars, mais sauf que c'est quand même ça. Quand tu es capable de créer cet engouement-là, de dire hey, on va aller s'entraîner là parce que les training partners sont tellement bons, ben il y a une partie quand même qui va au fondateur ou au coach. C'est sûr. Mais à un moment donné, tu sais, les gars, ils s'entraînent tous entre eux autres aussi. Fait que c'est sûr que le niveau est incroyable. Pour avoir été m'entraîner chez Firaz, chez TriStar, oui, c'est tout un enseignant. C'est tout un pédagogue. Fait que... Je veux qu'on revienne un peu sur le jiu-jitsu. Parce qu'on en a parlé la semaine passée, puis on dit qu'on allait en parler cette semaine. La saga de Derek Moneybag, de son vrai nom, Bukowski. On en a parlé la semaine passée, c'était une fake black belt. Une espèce de pas un trend, mais une risée sur les réseaux sociaux. Il y a eu sa ceinture noire en 3 ans parce qu'il a payé toutes les meilleures black belts pour venir s'entraîner avec lui. Ouais. Ça fait pas de sens. Ça vaut quoi? Ça vaut quoi, exact? En fait plus de 3 millions, selon ses dires, en privé, en entraînement, avec pas des petits noms, là, avec des Jake Shields, Mikey Musumeci, Glover Teixeira, Lyoto Machida, puis il y a Gordon Ryan aussi, son nom sort des fois. Écoute, puis tous ces gens-là, le problème, c'est qu'ils l'ont défendu. Ils ont dit que c'était une vraie black belt. Oui, il est aussi bon que ça. Pour ça, Pat, tu le sais, t'es ceinture noire aussi. Être black belt dans 3 ans et demi, là, il y en a 2 que je connais. Kao Terra, qui est un multiple champion du monde, et BJ Penn, qui a été le premier Américain champion du monde de Jiu-Jitsu en kimono. On connaît BJ Penn, c'est une légende. À part ça, là, tu sais, rapide une black belt, là, t'as ça en 8-10 ans. Ce gars-là, 3 ans et demi, allez voir, tapez son nom, là. Allez voir Derek Moneybag quand il donne des cliniques de Jiu-Jitsu.
C'est pas là. Ben non, voyons donc. OK. Mais là tu es un gars de Jiu-Jitsu. Tu es ma référence. Tu es mon dictionnaire de Jiu-Jitsu. OK. À quel point ça discrédite cet art-là? Puis à quel point ça discrédite celui qui a donné cette black belt-là? C'est qui a donné? C'est pas clair. C'est ça, c'est pas C'est clair. pas clair qui a donné. Moi, je pense que ça discrédite tous ceux qui l'ont qui l'ont défendu. Travaillez pas. Hey, écoute, Georges a souvent été donné aux Émirats arabes il allait passer certain temps là-bas parce que des cheikhs arabes voulaient s'entraîner avec lui. Ça, c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Mais de sortir publiquement, exemple, un Jake Shield, un Mikey Musumeci, qui est l'image du UFC BJJ, dire oui, il est legit. Non. Ça discrédite ça, puis ça fait mal au sport. Bon, là, on va mettre des warnings. Là. Je suis pas en train. Je veux pas bitcher le karaté, OK? Mais il y a une énorme popularité du karaté des années 80-90, puis c'est devenu n'importe quoi à un moment donné. Hein? C'est devenu un peu des mecs dojo. La commercialisation du sport est devenue plus forte que l'enseignement et le sport. Tu vas avoir 9 ans et être une black belt de karaté. J'ai peur quand il arrive des choses comme ça. Mon art martial, là, au Jiu-Jitsu, on a juste 5 ceintures. Sont acquises durement, tu le sais. On braille quand on a nos black belts. Hein, carrément. Ouais. On s'est fouetté par nos training partners. C'est spécial, on en parlera une autre finalement, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Puis là, t'as Lee Villeneuve qui te défonce le dos. Shout out Lee. Ça discrédite notre sport. C'est tellement un sport legit. Fait que quand il arrive des choses comme ça, le gars il se présente comme un gourou de l'immobilier, de la finance. C'est carrément acheter une belt. Il s'est acheté une belt. Tu sais, quand même, toi là, c'est Amazon, mais là, chez vous, si tu veux faire ça. Ouais. Mais viens pas dire n'importe quoi. Ariel El-Wani l'a confronté en entrevue, puis le gars, il démarre pas. C'est un scam. C'est carrément un scam. Ouais. C'est plate pour le sport. C'est ça qui arrive. Ça le dilue énormément. Puis j'espère que des choses comme ça. Le gars, tu sais, je vous avais dit d'aller voir Dylan Dennis, on a des bons personnages dans le monde du jiu-jitsu. Ça, c'en est un. Puis le gars, il se fait ouvrir. Je vous le dis, la communauté du jiu-jitsu est sauvage. Il se fait ouvrir, puis le gars, il... Justement, la communauté du jiu-jitsu, là, je veux dire, tout le monde veut j'imagine qu'ils veulent prouver que, OK, on va aller me pogner avec lui, puis m'a le démoler, puis on va prouver que c'est une fake black belt. T'as des noms qui sont sortis qui offrent de le payer pour faire un round avec. Tu sais, je veux dire, tu peux pas faker au jiu-jitsu. Tu sais, dans le sens que... Matt, don't lie, le tapis ment pas. Tu mets les pieds sur le tapis, on va le voir en 2 secondes, c'est une black belt ou pas. Tu peux pas feindre ça. Parce qu'un Lucky Punch, ça existe, mais un Lucky Submission, ça existe pas. Impossible. Fait que, allez le voir, vous allez rire. Vous allez rire. C'est dommage parce que c'est un personnage qui dit n'importe quoi en plus. Ça fait mal au sport, mais c'est divertissant en même temps. Une autre légende de Jiu-Jitsu, Leandro Lo, qui s'est fait assassiner. Yes. Et finalement, son assassin est reconnu non coupable. Ça a comme fait une espèce de tollé là, dans cette communauté. Au Brésil, un tollé dans la communauté. Leandro Lo, là, c'était vraiment... On l'appelait Low Time quand il se battait. Personnage flamboyant, un des meilleurs ever au Jiu. Mort dans la fleur de l'âge, été tiré, altercation dans une sortie au Brésil. On s'entend que la justice brésilienne, c'était pas tout le temps clair. Ouais. Peut-être de la politique là-dedans, mais oui, ça a fait... Probablement, ça a fait jaser cette histoire-là. Ouais. C'est dommage que tout le monde est en furie au Brésil. Là, la communauté du jiu-jitsu est en pleurs. Les gens se remettent du deuil de Leandro Lo. Puis là, ça, c'est plate aussi. C'était quand même une légende du jiu-jitsu. Une légende vivante. Ouais, exact, c'est ça. Et qui n'est plus vivante. Ça vieillit mal, ce corps-là. T'as pas le temps de faire une joke là-dessus. Hey, il y a eu beaucoup dans les derniers... en fait, il n'y en a pas eu, mais dans les derniers événements, il y a eu beaucoup de doigts dans les yeux. On a eu le combat de championnat du monde avec Aspinall, des affaires. Puis là, on a fait une grosse réunion des commissions athlétiques avec les juges, avec les arbitres. Et là, je pense qu'il pilotait ça. Herb Dean qui était là aussi. Là, on a réitéré que là, on aurait pu avoir d'avertissement. On va enlever un point immédiatement. Et, surprenamment, c'était ça le règlement initial. Le règlement initial, c'est juste que les arbitres toléraient ça. Puis on disait, on va faire un avertissement. Mais tu es responsable des coups que tu vas lancer, tu es responsable de tes doigts, de tes membres. Et là, finalement, toutes les fois qu'il va y avoir un doigt dans l'œil, on est supposé enlever un point directement. Donc, on dit que ça va responsabiliser les combattants parce que le warning est déjà donné dans le vestiaire. Le premier warning est déjà donné dans le vestiaire. Et même quand un combat commence, si l'arbitre va dire « OK, fais attention à tes doigts, fais attention à tes doigts ». Donc, les warnings sont là. Donc, si tu le fais, on va enlever un point immédiatement. Je suis d'accord avec ça. Ouais, moi aussi. Tu sais, on a parlé des gants il y a 2 semaines. C'est la solution. Dans le fond, la solution, c'est qu'ils ferment leurs mains. Ouais. Tu sais, tout simplement. Tu es averti dans le vestiaire, comme tu dis. Puis on les entend, les arbitres. Watch your finger, tu sais. Watch your finger. Fait que si ça arrive, tu le savais. Puis
tu sais, j'ai pas fait exprès, ça change l'allure du combat, tu peux perdre un combat à cause de ça. C'est correct. Ben, moi aussi, je trouve ça Parce correct. qu'inversement, tu peux perdre à cause d'un high poke. Oui, ben oui. Ah oui, ben c'est un peu, c'est ça. Puis tu sais, t'as des gros événements, puis tu sais, le Aspinall qui n'a pas été capable de continuer, puis là, t'es comme, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, mais c'est ça. Je pense que ça va responsabiliser les combattants aussi. Puis tu sais, tu perds un point dans un combat de 3 rounds. Ça va vite. Tu cours, là. Bonne chance pour... Tu cours, un 18, c'est c'est ça. c'est Même si tu difficile. gagnes les 2 autres rounds, c'est un combat nul. Exact, c'est un combat nul. Sur 3 rounds, ça fait mal. Puis même dans les combats de championnat, c'est tellement serré. Tu sais, comme moi, c'est les championship rounds qui font foi de tout. Tu peux perdre à cause d'un high poke au premier. Là. On va finir avec un vrai high poke news, Matt. C'est sorti de nulle part. Écoute, là, ça va ramener bien des souvenirs à ceux du monde que ça fait longtemps qu'ils regardent les arts martiaux mix. On parle d'un combat en 2026, là, tiens-toi bien, mon chum, face Fedor Emelianenko face à Krokop. Wow. Sort de où, ça? Qui veut ça? Ça sort de où? Ben, C'est en est-ce chaise que je roulante? veux ça? C'est en chaise roulante ou Ouais. c'est sur les deux pieds? Est-ce que je veux ça? Non. Est-ce que je vais le regarder? Est-ce que ça va m'intéresser? Oui. T'sais, pour ceux qui ne connaissent pas Fedor Emelianenko, probablement le meilleur ou dans le top 2 des meilleurs poids lourds de l'histoire des arts martiaux mix. Facilement. C'est battu au Pride, c'est battu au Bellator. Bon, une petite... une autre, sa vie familiale, c'était pas facile. Relié peut-être au KGB également, là, peu importe, beaucoup de choses qui planent. Krokop, lui, un kickboxer incroyable, s'est battu à l'UFC. Sa fameuse jambe arrière. Sa fameuse jambe arrière qui disait ma jambe droite, c'est pour t'envoyer à l'hôpital, ma jambe gauche, pour t'envoyer au cimetière. Une des meilleures quotes que j'ai jamais entendues. Lui aussi s'est battu au Pride. Puis refaire ce combat-là. Puis Krokop, lui, c'est une police militaire croate, mais un autre niveau. Là. Oh, lui, il n'a gagné du monde. On s'entend, là? Ouais. Il y a un non-verbal très froid. C'est un rough. Ouais. Mais ça, c'est un vrai high poke news. Ça, c'est comme... qui a pensé à ça? Pourquoi? Et est-ce que ces gars-là vont être payés à leur juste valeur pour leur héritage qu'ils ont laissé au sport aussi, tu sais? Ben, c'est ça. T'sais, comme quoi, la nostalgie, c'est fort. Hein? On peut lancer des vieux noms qui vont toujours nous faire rêver. T'sais, je trouve ça n'importe quoi, mais tu m'as parlé de ces noms-là, je fais ouh. Oui, il y a un petit frisson qui passe pareil. Oui, je veux pas voir ça. Ça me tente pas. Puis ça me rappelle, il y a une couple d'années, Pat, avant la pandémie, UFC avait pris cette tangente-là de faire venir des gars en fin de carrière puis faire des combats qui étaient toujours poches en fin de compte. Hein, t'sais? J'ai pas de nom en tête, là, mais Krokop en a fait partie. Ça servait à rien. Là, faire ça, sous quelle promotion, sous quelle bannière? C'est des gars qui viennent de marcher. C'est pas des gars flamboyants en plus. Là. C'est dans le sens. Krokop l'a déjà été, mais là, maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est pas des gars qui vont vendre un show. Non, c'est ça. C'est pas deux grandes gueules. Non. Fait que je sais pas. Tu sais, regarde, tu parlais de Fedor. Moi puis toi, on en parlait avant le show. On en reparle pour nous texter. N'importe quel amateur qui a 30 ans et moins de MMA aujourd'hui, aucune idée qui Fedor Emelianenko. Et malheureusement, mais tabarouette, c'est comme ça. On va-tu faire un face-off de Wayne Gretzky contre Mario Lemieux? T'sais? Un a le Parkinson, puis Mario, ben, c'est ça. Mario est plus là. Il est riche. T'sais. Ouais, c'est ça. Mario est riche. J'espère que ces deux-là sont riches, mais j'espère que c'est ça. Si on fait ce combat-là, peut-être qu'ils ont besoin un peu de cash. C'est malheureux parce qu'on suppose avoir fait bien du cash dans leur carrière. Ouais, mais Fedor, c'est dommage. Je pense qu'il y a un drame en arrière de son histoire. Il y a un gros drame là-dessus. Hey Matt, c'est ce qui termine le KO Show. Ceux qui veulent suivre par la suite, c'est le face-à-face qui va être disponible sur l'extra sur le site de KO Sport. Cette semaine, je reçois Ben Gagnon. Nice. Pourquoi je reçois Ben Gagnon? Parce que c'est un gars qui est un fan de sport, qui est bon dans tous les sports, qui est un fan de sport de combat aussi. Il a été voir Bare Knuckles. Donc, j'ai hâte de parler. Ouais, il a été voir Bare Knuckles. Je veux parler de ça, son expérience quand il était voir Bare Knuckles. Il est venu voir l'UFC à plusieurs reprises. Il est déjà venu me voir m'entraîner aussi au gym parce qu'il aime ça, tous les sports. Puis il est bon dans tous les sports. Bon golf, je pense. Il est bon. Il fait du ski. C'est un pilote automobile. Puis je vais lui demander, je veux savoir, est-ce que tu penses que tu aurais été un bon combattant? Aurais-tu été un bon athlète de sport? On parlait du 24 heures de Tremblant aussi, qui est un porte-parole depuis des années et des années. Donc, si vous voulez suivre ça, c'est dans les extras sur le site de KO Sport, face à face. Matt, merci encore. Merci à toi. On se revoit la semaine prochaine. C'était fantastique. Puis, Charles, t'es là pour parler de Jiu-Jitsu. Parce que moi, j'aime ça, je suis un fan, mais t'es une encyclopédie de Jiu-Jitsu pour éduquer le monde qui nous écoute sur cet art martial-là qui est tellement extraordinaire. J'aime ça. On en parle avec passion. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Yes, Pat. All right.